Bonsoir, bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h. La France échappe de justesse à la récession. Selon l'INSEE, le taux de croissance de notre économie sera nul au 3e et 4e trimestre. Contrairement à d'autres pays comme le Royaume-Uni, l'Italie ou encore l'Espagne, nous n'entrons donc pas dans la zone rouge. Ouf! Oui, mais l'INSEE prévient qu'il ne faut pas se réjouir trop vite. La situation reste très fragile. Analyse sur notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Et puis, vous vous souvenez sûrement de cette étude choc du professeur Seralini sur les OGM. Les images de rats déformés par des tumeurs cancéreuses étaient particulièrement glaçantes. Eh bien, l'autorité européenne de sécurité des aliments juge aujourd'hui que cette expérimentation est inadéquate et insuffisante. Ce résultat relance de plus belle l'affrontement entre pro et anti-OGM. Plus d'éléments dans le tour de l'info. 2 jours pour les États généraux de la démocratie territoriale. C'est parti après une multitude de réunions au niveau local. Ces États généraux ont débuté à Paris aujourd'hui, au Sénat. Ils se poursuivront demain à la Sorbonne avec une allocution du président François Hollande. Objectif, écouter les élus, leurs propositions, leurs doléances afin de préparer un nouvel acte de la décentralisation. Faux, rétorquent les sénateurs UMP qui claquent aujourd'hui la porte de cette manifestation et dénoncent une réforme déjà ficelée. Nous consacrons ce soir une grande partie de ce journal à ces États généraux. Notre invité en est l'initiateur, Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, tout à l'heure. Voilà pour le programme de ce soir. Merci d'être en notre compagnie. Les pigeons ont-ils réussi à faire reculer le gouvernement? Oui, les pigeons, ce sont, vous le savez, ces entrepreneurs frondeurs qui ont manifesté leur colère sur les réseaux sociaux. L'objet de leur courroux, c'est la taxation des plus-values de cession prévues dans le budget 2013. Eh bien, ces patrons sont peut-être en passe de faire bouger les lignes. Le ministre de l'économie, Pierre Moscovici, s'est dit prêt à revoir cette mesure. Les détails avec Jérôme Rabier. Ce ne sont pas moins de 3 ministres qui se sont déplacés pour recevoir des entrepreneurs remontés. Après la polémique née sur les réseaux sociaux, place aux discussions au ministère de l'économie et des finances, et les pigeons semblent avoir été écoutés. Nous avons évolué sur cette question de la taxation des plus-values de cession, considérant à la fois la situation de celui qui veut réinvestir sa plus-value dans une nouvelle entreprise. Eh bien, celui-là pourra être exonéré. Si l'argent n'est pas réinvesti, il sera taxé à 19% comme c'est le cas aujourd'hui et non plus à 60% comme le prévoyait le projet initial. Les entrepreneurs ont toutefois des réactions contrastées. Il y a un dialogue très constructif et qui était certainement extrêmement nécessaire. Les choses ont été dites, je crois, comprises et en tout cas admises. Donc le dialogue a été très constructif. Je pense que le gouvernement a pris la mesure du préjudice de cette mesure. Malheureusement, on ne parle encore aujourd'hui que d'aménagement. Il faut parler de retrait et on continuera à discuter avec le gouvernement pour qu'il retire son texte. Face à cette grogne bien organisée, le gouvernement a dû reculer, bien conscient qu'il aura besoin de ces entrepreneurs pour enclencher le retour de la croissance. Et tandis qu'une hausse de la CSG est évoquée pour alléger le coût du travail, ont débuté aujourd'hui à Paris les négociations sur la sécurisation des parcours professionnels. Les partenaires sociaux ont jusqu'à décembre pour se mettre d'accord. D'ici là, eh bien, ils se retrouveront chaque semaine pour tenter de trouver un consensus. Et vous allez le voir, la question ne va pas de soi. On voit tout cela avec Bérengère Dinglas. Plus de souplesse pour les entreprises en échange de plus de sécurité pour les salariés. Voici ce que propose le MEDEF au syndicat. Mais la question de la flexibilité semble d'ores et déjà un point d'achoppement. Tandis que FO et la CGT refusent tout simplement d'évoquer la question, estimant que les entreprises en abusent déjà. CFTC et CFDT acceptent de parler de flexibilité à condition de mieux l'encadrer. Difficulté conjoncturelle, d'accord, il faut faire des efforts, d'accord. Comment on sécurise ces efforts et comment on rembourse le salarié des efforts particuliers qu'il a fait. Sinon, c'est un marché de dupes. Et donc là, il y a un problème de volonté et de loyauté. C'est exactement le contraire qui avait été fait chez Continental. Autre point sur lequel il sera difficile de trouver un accord, la réforme du licenciement économique. Le patronat réclame en cas de plan social des procédures raccourcies, simplifiées. Pour FO, en revanche, c'est le rôle de l'État qui devrait être renforcé. Lorsqu'on voit ce qui se passe dans ce pays avec la multiplication des plans sociaux, eh bien qu'à un moment, on regarde comment l'administration du travail peut intervenir
dans le cadre d'un contrôle renforcé lorsqu'on a un plan social qui manifestement n'est pas loyal et n'a aucun contenu qualitatif en termes d'accompagnement d'indemnité pour les salariés. Patronat et syndicats ont 3 mois pour trouver un accord. Celui-ci devrait être ensuite validé par le Parlement. Faute de consensus, c'est le gouvernement qui reprendra la main. La France échappe de justesse à la récession. Selon l'INSEE, le taux de croissance de notre économie sera nul au 3e et 4e trimestre. Contrairement à d'autres pays comme le Royaume-Uni, l'Italie ou encore l'Espagne, eh bien, nous n'entrons donc pas dans la zone rouge. Pour l'instant, on écoute le responsable de la conjoncture à l'INSEE. Alors qu'on craint depuis un an une entrée en récession de la France, pour l'instant, elle arrive chaque trimestre ou elle arriverait chaque trimestre à y échapper. Alors que dans les pays avancés, je vous rappelle que d'autres pays n'ont pas cette chance, puisque, pour ne citer que 3, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne sont en récession. Donc du coup, à mon avis, il faut dépasser cette singularité arithmétique, juste voir que pour l'instant, en 2 mots, le contexte s'est dégradé et pour l'instant, la France échappe de justesse, effectivement, à la récession. Et j'accueille sur le plateau du 22h, comme tous les jeudis soirs, désormais Stéphane Rosès. Bonsoir Stéphane, bonsoir. Président de CAP et professeur à Sciences Po. Également avec nous, notre chroniqueur Jean-Louis Goumbaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Jean-Louis, nous allons parler de l'INSEE. Donc selon l'INSEE, la France échappe de peu de justesse à la récession. Est-ce on doit se réjouir? Elle échappe de peu de justesse à la récession, mais elle n'échappe pas à la stagnation. Parce qu'en réalité, c'est ça la véritable question. L'INSEE constate dans son rapport, qui sort là juste à l'instant, plusieurs choses. Premièrement, l'économie mondiale ralentit. Deuxièmement, l'économie de la zone euro est en récession. Troisièmement, l'économie française est en stagnation. Et par exemple, l'Allemagne ne fait pas tellement mieux. Nous, on est sur du 0 et les Allemands sont sur du 0,1. Donc on est pratiquement sur la même chose, comme semblent l'indiquer d'ailleurs les tableaux. Quand on regarde les tableaux, c'est assez significatif et assez impressionnant. Vous voyez, premier trimestre 0, deuxième trimestre 0, troisième trimestre 0, quatrième trimestre 0. Et la croissance de l'année 2012, qui sera de 0,2%, c'est uniquement les reliquats d'une croissance positive qu'on a eue en 2011. Et ce n'est pas étonnant qu'on ait ce 0 chaque trimestre. Quand on regarde les autres tableaux, par exemple sur l'évolution de la consommation, on est là aussi pratiquement sur chaque trimestre autour de 0. Et on pourrait dire la même chose pour l'investissement et on pourrait dire la même chose pour l'exportation. Donc c'est un calme plat qui règne sur la conjoncture économique française et ce qui pose un certain nombre d'inquiétudes pour la suite. Le gouvernement nous dit qu'on fera 0,8% en 2012. Ça paraît très difficile parce que pour qu'il y ait 0,8% en 2012, après 4 trimestres de 0, il faudrait qu'on ressente d'ores et déjà des signes de décollage. Or, on ne les voit pas du tout. Or, il faut savoir que si on est à 0,5 ou 0,3, à chaque 0,1 de moins, le budget français perd 1 milliard d'euros. Donc on est rentré effectivement pas en récession, mais dans une situation quand même assez compromettante. Et à l'instant, Jean-Louis, l'INSEE donc affirme que la croissance zéro s'éternise en France et l'éternité, c'est long. L'éternité, c'est long, ça va au moins durer plusieurs trimestres. Voilà. Donc la question qui est maintenant posée, c'est quelles sont les données budgétaires de l'année 2013, puisque le budget va bientôt arriver au Parlement, alors que les chiffres montrent bien qu'on ne pourra pas atteindre le rythme de croissance 0,8. Si on fait 0,05 l'année prochaine, on pourrait être content. Alors, votre regard, votre avis, votre analyse, Jean-Louis, sur ce premier sujet qui a fait l'ouverture de notre journal ce soir, c'est une roucoulade qui a entraîné une reculade de la part du gouvernement. Ce sont ces pigeons, ces patrons frondeurs qui sont fait entendre sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'en fin de compte, généralement, les protestations patronales passent par des organisations officielles, style MEDEF, CG, PME. Et là, non, c'est passé par les réseaux sociaux. Ils se sont organisés eux-mêmes. Il faut dire que ce sont des gens qui sont trentenaires, 40 ans maximum, qui lancent un business. Quel est le problème? Le problème, c'est que l'une des idées centrales des engagements de François Hollande, c'est aligner la taxation du capital sur celle du travail. Et d'ailleurs, il ne contestait pas le principe. Il dit, bon, les politiques veulent faire ça, on ne conteste pas. Le problème, c'est que
beaucoup de ces entreprises, ce chef d'entreprise se font rémunérer en dividendes. Donc à partir de là, et se faire des petits salaires. Là encore, ça peut aller. Mais là, lorsque ces gens-là montent des entreprises dynamiques et au bout d'une dizaine d'années veulent réaliser l'affaire de leur vie, car c'est toute leur vie qu'ils mettent là-dedans, ils vont non plus être taxés comme auparavant à 19%, mais ça peut aller jusqu'à 60%. D'où cette idée de pigeons. Or, les pigeons, on vient de le voir, ne sont pas des colombes, exactement. Et elles sont rentrées dans une offensive et nous avons assisté aujourd'hui à une première ajustement, reculade du gouvernement sur son budget 2013, car il va ajuster cette mesure en fonction des demandes. On va arrêter sur les jeux de mots, on ne va pas dire que les pigeons ne veulent pas se faire plumer, non, ça suffit. Mais c'est le cas. Peut-être qu'ils ont fait reculer le gouvernement, c'est à suivre en tous les cas. Merci Jean-Louis. L'actualité politique à présent avec vous, Stéphane Rosès. Nous parlons bien de l'UMP ce soir, où le retour éventuel de Nicolas Sarkozy en 2017 ne semble pas soulever un enthousiasme fou. En tous les cas, chez certains responsables, Jean-Pierre Raffarin dit ouvertement qu'il préfère que la place soit laissée à la jeune génération. Pour François Fillon, la priorité de l'UMP consiste à incarner le redressement national et non pas à attendre un éventuel retour de Nicolas Sarkozy. Stéphane, pourquoi toutes ces sorties maintenant? L'hypothèse de retour de Nicolas Sarkozy, elle est d'actualité? En tout cas, elle est dans les esprits, c'est un absent encombrant. Un sympathisant sur deux de l'UMP le souhaite. Et puis, une primaire, c'est pas dans la culture du peuple de droite. C'est la culture du peuple de gauche qui aime la discussion. La culture du peuple de droite, c'est l'évidence du chef charismatique, comme l'a dit Henri Guénaud. Et en même temps, Nicolas Sarkozy a été défait. Donc, Fillon-Copé se sent un tout petit peu obligé de dire chanter les mannes de Nicolas Sarkozy. Il n'en pense évidemment pas moins. Et c'est Jean-Pierre Raffarin qui a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, c'est que Nicolas Sarkozy est effectivement encombrant, surtout parce que le sujet pour l'opposition de droite va être, à terme, est-ce qu'elle peut représenter une alternative crédible à la gauche ? Mais d'après le Canard enchaîné, Nicolas Sarkozy se voit plutôt comme une solution. C'est-à-dire qu'il dit clairement, il aurait dit que si il y a tous les problèmes qui s'accumulent, il va devoir revenir. Donc c'est une solution ou un problème pour la droite et pour le pays ? Je crois qu'en fait, disons les choses, c'est un problème. Si François Hollande s'est fait élire, c'est parce qu'il a dit au pays que le redressement était possible sans renoncer à ce que l'on est, à notre modèle social et républicain. La présence de Nicolas Sarkozy empêche la droite d'aller au problème de fond. Le débat se déporte sur l'attitude à l'égard du FN, l'attitude à l'égard de la gauche, mais ce n'est pas le sujet du pays. Le sujet du pays, c'est déjà qu'est-ce qu'a fait Nicolas Sarkozy lors de son quinquennat. Est-ce qu'il voulait sauver le pays et son modèle, ou est-ce qu'il voulait sauver le pays quitte à abandonner son modèle ? Et ça, Nicolas Sarkozy n'a jamais explicité la chose durant la présidentielle. C'est pour ça qu'il s'est fait battre. Et que François Hollande, lui, a vu la faille quand il disait « la France n'est pas le problème, la France est la solution ». Donc c'est ça qui a fait l'élection de François Hollande. Et si un jour les Français se détournent complètement de la gauche, la droite, elle devra reprendre cette question. Et donc elle devra faire un droit d'inventaire de ce qu'a été le sarkozysme, alors que pour l'heure, sa présence l'empêche totalement. Et si la droite n'est pas en capacité de le faire, il ne faut pas s'y tromper. Pour beaucoup de Français, l'alternative sera plutôt du côté du Front National. Donc la présence de Nicolas Sarkozy empêche pour l'heure la droite de faire un examen de fond sur la période, sur ce qui s'est passé, et ensuite sur la capacité de proposer un autre chemin que ce que essaye de faire aujourd'hui la majorité actuelle. Merci beaucoup Stéphane Rosès pour votre analyse. Merci Jean-Louis. On vous retrouve tout à l'heure Jean-Louis pour la suite de notre 22h et c'est une édition spéciale, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, sur les États généraux. Donc vous nous retrouverez tout à l'heure. Dans l'actualité, Barack Obama qui est très offensif, oui, mais le lendemain du débat, le président accuse aujourd'hui son adversaire républicain Mitt Romney d'avoir menti hier soir. Lors du débat télévisé, Obama a notamment ironisé sur, je cite, l'absence du vrai Romney hier soir. Mais en attendant, vrai ou faux, bien le candidat républicain a marqué des points, laissant l'image d'un Barack Obama un peu coincé dans son costume. Mais ce débat peut-il vraiment inverser la tendance? Élément de réponse avec Flora Sauvage.
Romney 1, Obama 0. À l'issue du premier duel entre Barack Obama et son challenger Mitt Romney, le bilan est plutôt en faveur du républicain. Plus offensif, il a attaqué le président américain sur son bilan économique. Ma priorité est de relancer l'emploi en Amérique. Les gens souffrent dans ce pays. Et si on veut des preuves, regardez les 4 années passées. C'est absolument terrible. Barack Obama est apparu sur la défensive. Il n'a pas voulu être agressif vis-à-vis de son adversaire, au risque de paraître un peu rouillé. Barack Obama était rouillé parce que ça faisait 1400 jours qu'il n'avait pas fait de débat. Il n'avait pas fait de débat depuis les élections primaires d'il y a 4 ans. À l'inverse, Mitt Romney, lui, avait fait plus d'une vingtaine de débats pendant les élections primaires. Donc, simplement, Barack Obama était moins entraîné que Mitt Romney. D'ailleurs, les jours d'avant, les politologues américains se disaient « Est-ce que le président est prêt pour le prime time ?» De toute évidence, non, il n'était pas prêt. Au final, ce premier débat a relancé la candidature de Mitt Romney. Mais malgré sa bonne performance, le candidat républicain à la Maison-Blanche accuse un retard de 3 points en moyenne dans les sondages. À moins de 5 semaines du scrutin, il reste 2 autres débats pour que Mitt Romney fasse la différence. Et la suite du 22h dans un instant, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous ouvrons notre page spéciale autour des États généraux de la démocratie territoriale. Vous allez le voir, ces États généraux sont organisés pour écouter les élus, leurs propositions, leurs doléances. Tout cela devrait servir de base à un nouvel acte de décentralisation, à une nouvelle réforme promise par François Hollande. Mais derrière tous ces mots, ce sont d'abord des réalités très concrètes qui nous concernent tous. Comment un maire peut-il gérer aujourd'hui tous les problèmes de plus en plus complexes de ses administrés? Les collectivités locales doivent-elles avoir plus de pouvoir pour s'occuper davantage d'éducation, d'emploi? Vous semblez en tous les cas y être favorable, si l'on en croit les sondages. Nous évoquerons tous ces sujets avec l'initiateur de ces États généraux. Il est notre invité dans un instant, Jean-Pierre Bel, le président du Sénat. Il sera aussi question d'économie, forcément, en ces temps de disette budgétaire. Jean-Luc Gombault reviendra de nouveau pour en parler. Et puis un peu d'histoire aussi avec Jean-Noël Jeannet, puisque ce rapport de force ou de pouvoir entre collectivités et État ne date pas d'hier. Mais avant tout cela, je vous propose un petit tour d'horizon de tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info en France et à l'étranger. Il est concocté par Cécile Sixou. Mobilisation de la communauté internationale après l'escalade de violence entre la Turquie et la Syrie. À l'origine des tensions, un obus syrien tombé hier à Aksakal, une ville frontalière turque. Bilan 5 morts et 10 blessés. Ankara a répondu dans la soirée par le bombardement de cibles syriennes. Ce matin, le Parlement turc a donné son feu vert pour des opérations en Syrie. C'est une motion qui sera utilisée si l'occasion se présente dans le futur. Il faut la voir ainsi. Notre but était de faire en sorte qu'elle soit dissuasive. Condamné de toutes parts, Damas a présenté ses excuses. Ce soir, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, appelle à un maximum de retenue. Fin de campagne électorale ce soir pour l'élection présidentielle au Venezuela. Et le match est serré entre les deux principaux candidats. En tête des sondages, Hugo Chavez, au pouvoir depuis 1999, le président sortant au bilan controversé, espère bien empiler pour un 4e mandat. Face à lui, le jeune Enrique Capriles, qui a mené une campagne de proximité d'une redoutable efficacité. Dimanche, 19 millions de Vénézuéliens sont appelés aux urnes. Circuler, il n'y a rien à voir. L'Agence de sécurité alimentaire européenne a rendu son verdict. L'étude alarmante publiée il y a 2 semaines sur la toxicité des OGM est d'une qualité scientifique insuffisante. Conclusion pour Bruxelles, pas la peine de refaire des évaluations sur le maïs transgénique mis en cause. L'EFSA demande toutefois au chercheur Seralini, auteur de l'enquête, de lui fournir davantage d'informations, mais ce dernier refuse catégoriquement. Selon un sondage, 86% des Français seraient favorables à la légalisation de l'euthanasie, un chiffre qui risque de rouvrir le débat sur la fin de vie. Jean Leonetti, l'auteur de la loi de 2005, fait d'ailleurs de nouvelles propositions, comme éviter la réanimation à tout prix ou encore prendre mieux en compte les dernières volontés des patients. La commission SICAR, chargée d'une mission sur cette question par François Hollande, doit rendre ses conclusions le 22 décembre. Mais que fait la police? 12 agents de la BAC interpellés à Marseille pour avoir estorqué de la drogue et de l'argent à des voleurs.
Le monde tourne vraiment à l'envers pour le dessinateur NC de rue 89. Ouverture ce matin au Sénat des États généraux de la démocratie territoriale. La parole des élus locaux se libère sur leur statut, leur pouvoir. Ils veulent être entendus avant la nouvelle étape de la décentralisation. 1 millier d'élus avec, vous allez le voir, des idées, beaucoup de revendications, mais avant tout, un grand besoin de prendre la parole. Les détails avec Paul Bouffard. C'est une véritable armée d'élus locaux qui envahit le Sénat. Aujourd'hui, ils viennent débattre autour de 4 thèmes pour repenser la démocratie territoriale. Dans les couloirs de la Haute Assemblée, certains se perdent et cherchent leurs ateliers. Mais tous sont impatients de pouvoir rénover les relations État-collectivité. Bon, je vais aller à l'atelier 1 pour nous intéresser aux finances. C'est apporter nos expériences et écouter aussi les propositions que nous feront le gouvernement et les élus. Dans les différents ateliers, la parole est libre, les débats s'animent, comme ici en salle des conférences. Il est question des conditions d'exercice du mandat local, du statut de l'élu. Moi, je peux vous dire qu'il faut ramener le débat vraiment de manière très concrète. La difficulté que vivent les maires aujourd'hui, c'est quoi? C'est qui? C'est les maires ruraux. Au total, ils sont 850 élus locaux venus exprimer leurs inquiétudes sous l'œil observateur du président du Sénat. Et dans l'hémicycle, tous n'ont qu'un mot à la bouche, confiance. Si l'État va rétablir la confiance avec les maires... Depuis maintenant plusieurs années, il y a eu une perte de confiance. Et le désarroi dont on parle des collectivités, il est né de ce manque de confiance. Donc qu'on passe du temps à vérifier, à réfléchir à la manière dont on peut recréer cette confiance, ça me paraît bien sûr incontournable. À la sortie, les élus locaux se sont fait entendre, mais les décisions restent à prendre. On se sent moins seul parce qu'on voit bien qu'on a les mêmes problématiques, quelles que soient les communes finalement. Je pense qu'il y a des choses à tirer de ces débats, mais ce seront des choses à la marge, je pense. Je pense qu'il y a quand même des divergences entre les élus. Une après-midi de démocratie au Sénat. Demain, la synthèse nationale de ces États généraux se fera à la Sorbonne. François Hollande présentera sa vision devant les élus locaux. Et notre invité ce soir, il est justement l'initiateur de ces États généraux, c'est le président du Sénat, Jean-Pierre Bel. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Alors avant d'entrer dans le détail de ces États généraux, selon vous, quelle image ont ces collectivités locales dans l'opinion? Est-ce que les Français sont pour une décentralisation, selon vous? Oui, je pense que majoritairement ils sont pour une décentralisation, mais le mot a été quelque peu galvaudé. Et c'est vrai que nous n'avons pas voulu appeler les États généraux de la décentralisation. Parce que la décentralisation, dans une période plus récente, elle a été vécue assez douloureusement, en particulier par des personnels qui ont dû être transférés, par exemple de l'État aux collectivités. On a même vu des panneaux de manifestants sur lesquels il y avait non à la décentralisation. Pour nous, c'était terrible, et non en particulier pour les élus de gauche. Donc je pense qu'ils sont pour la décentralisation, mais en même temps, il faut leur expliquer de quoi il s'agit. Ils ont l'air de comprendre, parce qu'on va regarder justement ce sondage IFOP pour acteurs publics qui s'est penché sur la perception qu'ont les Français des différents échelons. Et à la question suivante, avez-vous le sentiment qu'aujourd'hui les collectivités locales, c'est-à-dire communes, intercommunalités, départements et régions, ont trop ou pas assez de pouvoir par rapport à l'État? Regardez, un sondé sur 2 pense que les collectivités n'ont pas assez de pouvoir, donc il en faudrait plus. Donc ils sont favorables à cette décentralisation. Oui, c'est la conclusion qu'on peut tirer de ce tableau qui ne me surprend pas. C'est une majorité assez nette dans le fond. Nous sommes passés d'une période, vous savez, dans l'histoire, mais peut-être Jean-Noël Jeanneney tout à l'heure l'expliquera mieux que moi, de 2 siècles de ce qu'on appelait jacobinisme, en fait, de centralisme, il a fallu attendre le début des années 80 pour voir le couvercle un petit peu soulevé sur la marmite de la centralisation, du jacobinisme. Et c'est donc une idée neuve, la décentralisation. Oui, et donner du pouvoir aux citoyens, rapprocher le pouvoir des citoyens, c'est aussi une belle idée. Mais donner plus de pouvoir aux élus, pourquoi, Jean-Pierre Bel? Parce que simplement, ils le demandent. Est-ce que c'est une démarche de calinothérapie? Est-ce qu'il faut soigner ces élus qui, selon vous, ont été bousculés par l'ancienne majorité? Non, je ne crois pas. Je pense que c'est permettre un territoire au local
à ceux qui habitent dans les régions, dans les départements, de prendre leur destin en main. C'est aussi une garantie d'une action publique de plus grande efficacité, et c'est rapproché. Et c'est pour ça que le citoyen est au cœur de la décentralisation. C'est pas une discussion entre initiés, c'est rapprocher les services publics des habitants au plus près du territoire. Alors on va regarder ensemble un florilège des réactions, des interventions aujourd'hui au Sénat, des élus. On va regarder, c'est une sélection de Mounir Soussi. Quelles sont leurs idées, leurs initiatives? Regardez. L'espace d'une journée, le Sénat s'est transformé en tribune des élus locaux. Venus de tout le territoire avec leurs doléances, ils ont fait l'inventaire de leurs difficultés sur le terrain. Ce que nous réclamons, c'est une assiette de produits qui soit suffisamment dynamique pour nous permettre d'assumer les responsabilités qu'on nous confie. Ce ne sera pas les dotations, ce ne seront pas les dotations. On sait que les annonces ont été faites, elles sont gelées pour plusieurs années, sinon en baisse. Donc il faudra trouver un panier de ressources suffisamment dynamique pour que nous puissions avoir la capacité à faire vivre le développement sur les territoires. Aujourd'hui, alors que la gestion de nos collectivités locales devient de plus en plus complexe et demande toujours plus de temps, il semble indispensable de repenser en profondeur le statut de l'élu en milieu rural. Ces ateliers sont aussi l'occasion pour des régions éloignées d'attirer l'attention sur leurs particularités. Une ville de 6500 habitants à Saint-Pierre-et-Miquelon n'a pas les mêmes moyens, mais non plus les mêmes besoins qu'une ville de 6500 habitants en Mayenne ou dans l'Ain ou dans un autre département français. Pendant ces quelques heures, les élus ont pu dire ce qu'ils avaient sur le cœur. Ils espèrent maintenant que leur voix sera entendue et prise en compte dans la réforme territoriale qui se profile. Donc les élus ont pu dire ce qu'ils ont sur le cœur, leurs sentiments, leurs ressentis. Mais est-ce que, mis à part les doléances, est-ce que vous avez retenu, Jean-Pierre Bel, bien des idées novatrices, ambitieuses, audacieuses qui pourront être intégrées dans la future réforme? Oui, je pense qu'une idée vraiment importante, forte, qui est ressortie de ces états généraux, c'est la simplification des normes. Cela signifie il y en a assez des réglementations toujours plus nombreuses, des normes à tout sujet, dans tous les domaines, qui font que pour les élus c'est beaucoup plus coûteux. Les normes, 400 000 normes dans notre pays aujourd'hui. Mais la droite s'était déjà attaquée à ce sujet. Il y avait une proposition de loi justement pour les supprimer. Pourquoi ne pas avoir suivi le mouvement à ce moment-là? Non, il y a des réflexions qui sont en cours. Il y a eu un rapport qui a été demandé à un sénateur de droite par M. Sarkozy. Mais peut-être y a-t-il à droite une aspiration libérale qui irait vers plus de déréglementation? Nous, par exemple, nous ne souhaitons pas que sur un objectif tout à fait important, qui est l'accessibilité, c'est-à-dire permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir circuler librement, nous ne souhaitons pas que l'on revienne sur ces avancées, même s'il y a des problèmes de financement. Donc, de financement de l'accessibilité. Donc simplifier ces normes, et là, droite et gauche seront d'accord. Qu'est-ce que vous attendez? On a dit que François Hollande allait conclure les débats demain. Il y a un discours très attendu. Qu'est-ce que vous attendez de ce discours? Est-ce que c'est un discours, il faut un discours en empathie avec les élus, on les caresse dans le sens du poil parce qu'il y a des élections qui arrivent, ou est-ce qu'il faut un discours de vérité? Non, vous savez, il y a tout de même un problème important, c'est qu'il y a eu une perte de confiance, une rupture de confiance entre l'État et les collectivités locales. On peut considérer, par exemple, que si le Sénat a basculé à gauche, alors que peu attendaient ce résultat, c'est aussi parce qu'il y a eu un désarroi dans les territoires. Donc, nous avons besoin de tendre la main aux élus locaux, il y a besoin de renouer un pacte de confiance, comme l'a expliqué le président. C'est pourquoi cette idée de haut conseil des territoires, qui certainement sera exprimée demain, elle a été aujourd'hui, c'est une idée qui convient, car elle permet d'avoir un lieu d'échange, de concertation, qui fasse que le dialogue fonctionne. Mais je crois aussi qu'une idée forte qui est sortie de ces débats et qui peut-être sera reprise, c'est cette idée de contrat de gouvernance territoriale. Ça veut dire que face aux difficultés que nous connaissons, on va peut-être en reparler dans un instant, eh bien qu'on puisse arriver à faire que dans un territoire donné, un partenariat se crée entre l'État et les collectivités. Et les collectivités se mettent autour de la table et discutent des objectifs. On va en parler très concrètement. Demain, les sénateurs UMP ne participeront pas, on l'a appris tout à l'heure, à la suite de ces états généraux. Ils n'écouteront donc pas François Hollande, puisqu'ils ont avec fracas claqué la porte de ces états généraux. Ils boycottent la suite. On va écouter la réaction du président du groupe UMP au Sénat, Jean-Claude Gaudin, et vous réagirez juste après. Notre décision repose sur 3 raisons, dont chacune justifie à elle seule de ne pas se rendre à la Sorbonne.
En premier lieu, le gouvernement se moque ouvertement du Sénat et des élus locaux, puisque tout est déjà écrit et décidé. En deuxième lieu, le projet de loi de finances présenté vendredi dernier représente un matraquage sans précédent des collectivités locales. La troisième raison est l'attitude sectaire de la gauche à l'AMF, alors à l'Association des maires de France. Jean-Pierre Bel, votre réaction à l'attitude de l'UMP? Je vais vous dire, je viens d'entendre Jean-Claude Gaudin. Nous avons des relations cordiales. Je suis très étonné de la décision du président du groupe UMP de ne plus participer, puisque tout de même, ils ont participé aux États généraux depuis le début, même s'ils m'avaient demandé de repousser le démarrage de ces États généraux, ce à quoi j'ai accédé. Ils ont participé à la rédaction de ce questionnaire. Ils étaient membres du comité de pilotage des États généraux qui avait une ambition, c'est de le faire dans le pluralisme. Au-delà de votre étonnement, qu'est-ce que vous pensez de leur attitude? Je trouve que cette attitude pose beaucoup de questions et je ne voudrais pas être... Lesquelles, par exemple? Ils ont refusé, ils boycottent demain donc, le discours de François Hollande. Nous les seuls, en tout cas, est-ce que l'UMP ne va pas participer à l'ambition de ceux qui veulent porter la voix des territoires de façon constructive, porter la voix des élus pour se faire entendre au moment où le gouvernement va prendre, bien sûr, des décisions sur des réformes territoriales. Est-ce que vous me permettez de revenir sur un argument de Jean-Claude Gaudin? On va rentrer en détail, j'allais le faire. Jean-Claude Gaudin qui justifie notamment son geste en dénonçant une réforme déjà ficelée à l'avance, et pour cela il se réfère à une déclaration réelle de la ministre de la décentralisation Maryse de Brochu qui avait assuré que la réforme était déjà prête, la voici. Cette déclaration. Il a tort de le penser? Je pensais que j'allais entendre la déclaration. Vous l'avez entendu. Écoutez, Maryse de Brochu a dit 10 fois à tous les congrès d'associations d'élus qu'elle attendrait les États généraux. Oui, mais une fois, elle a dit que c'était déjà fait. Elle a reconnu qu'elle s'était mal exprimée et lorsqu'elle a dit que le projet de loi a été écrit, elle voulait simplement dire que ce projet de loi était en préparation. C'est le rôle des cabinets ministériels de prévoir les différents scénarios auxquels ils peuvent être confrontés. C'est le rôle des politiques aussi de ne pas... Elle s'est quasiment expliquée après cette dépêche d'agence. Je trouve que l'argument est un peu léger pour justifier une non-participation à des États généraux qui sont quand même un événement exceptionnel, du jamais vu dans notre pays. Pourquoi alors les sénateurs UMP ne le comprennent pas? Ils ne seront pas là demain pour le discours de François Hollande. S'ils étaient venus, ils auraient peut-être manifesté leur humeur, leur mauvaise humeur. Écoutez, s'ils ont choisi de ne pas venir assister au discours du président de la République, je pense qu'en termes de courtoisie républicaine, il y a un vrai problème. Moi, j'ai été invité jusqu'au dernier... Ils n'ont pas une attitude républicaine, selon vous? J'ai été invité jusqu'au dernier moment par Nicolas Sarkozy à venir parler avec lui. Le 17 février, à quelques mois des élections présidentielles, nous étions convoqués à l'Élysée pour nous expliquer que les collectivités locales coûtaient trop cher. Et nous y étions. C'est-à-dire qu'en creux, vous dites que l'attitude de l'UMP n'est pas républicaine, des sénateurs? Elle me surprend. Vous savez, nous travaillons ici ensemble au Sénat. Vous êtes prudent. Ils ont claqué la porte, Jean-Pierre Bel. Jean-Claude Gaudin, mais je veux lui répondre sur un point. Vous pensez qu'il y a encore une chance qu'il soit là demain? S'il a dit qu'il ne serait pas, il n'y sera pas. On verra qui y sera. Je pense que néanmoins, nous aurons demain une belle journée avec ce discours du président de la République. Et puis, je conclurai ces États généraux en traçant peut-être aussi un certain nombre de directions. Leur attitude, leur action n'a pas amoindri la portée de vos États généraux? Est-ce qu'ils ne sont pas amputés et quelque part, est-ce qu'ils ne sont pas perdus une partie de leur sens sans les sénateurs UMP? Je crois qu'ils ont fait une faute politique. Je pense que ce qui était important, c'était d'entendre la voix des élus locaux, ici au Sénat. C'était extraordinaire aujourd'hui, et vous l'avez dit dans votre reportage, de voir ces dizaines, ces centaines d'élus venus ici pour s'exprimer sur des sujets qui leur tiennent à cœur, et de venir au Sénat, dans ce Sénat qui représente les collectivités territoriales.